Bienvenue donc au JDD du 28 juin qui reçoit un spécialiste du sport, mais un connaisseur vrai du sport. Mais très rapidement, vous avez été sans doute des millions hier à n'avoir pas dormi un peu tôt. Vous avez certainement dormi tard ou alors vous avez jubilé toute la nuit. Pour une simple raison que les Lions se sont rebuffés et ont montré un autre visage qu'on ne le connaissait pas, en tout cas du moins depuis le début de cette édition de la Coupe du Monde aux Amériques. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui a expliqué un peu justement ce déclic venu de ne sait où? Et a-t-on échappé effectivement à l'échafaud? Ou est-ce que nous sommes des miraculés? Bon, voilà, toutes sortes de questions, nous allons nous les poser. Mais en même temps aussi, nous allons essayer de décortiquer un peu le sport sénégalais de façon générale. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de football. C'est vrai que le football a un immense parapluie et sous lequel, effectivement, il y a beaucoup de disciplines. Nous allons comprendre aussi les logiques d'enchaînement dans le sport sénégalais depuis quand même quelques temps. Mais en même temps aussi, si nous pouvons remonter un peu plus loin pour comprendre un peu voilà, la trame historique du sport sénégalais. Ses évolutions, ses accélérations, mais en même temps aussi par moments ses lenteurs et aussi peut-être bon, ses traditions très fortes ancrées dans notre pays et qui n'arrivent pas peut-être à décoincer un peu. C'est de tout ça que nous allons parler et nous avons un invité que vous connaissez probablement, Mbaye Jacques Diop. Bonjour Mbaye Jacques. Bonjour. Vous avez suivi comme les nombreux compatriotes sans doute le match de vendredi. Absolument, j'ai suivi pratiquement les différents matchs qui se sont succédés pour au moins aboutir à une éventuelle qualification des Lions. Ça a été très difficile, très angoissant et très dur. Mais heureusement que nous en sommes sortis et le Sénégal s'est qualifié parce que la qualification s'est dessinée pratiquement à l'issue du match Égypte-Iran qui s'est soldé sur un nul, un 2 buts partout. Et ça a été vraiment un ouf de soulagement. Et vous l'avez tantôt évoqué, la question d'un miraculé. Le Sénégal a été en quelque sorte un miraculé dans cette phase de poule de la Coupe du Monde. Alors, que révèlent les débuts calamiteux de l'équipe nationale à la phase finale de la Coupe du Monde? Écoutez, moi, je pense qu'il faudrait quand même surtout noter que, vous savez que le haut niveau n'attend personne. Et le haut niveau ne ment pas. Et quand vous allez dans une compétition, il faut avoir le sens de l'anticipation. Il y a des impératifs que les gens doivent maîtriser. Ça, c'est un amour. Oui, absolument. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que pour partir, par exemple, dans une compétition, il faudrait être prêt sur le plan de la logistique, sur le plan administratif, sur le plan médical, sur le plan psychologique et même sur le plan de la logistique. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas prétendre à gagner une compétition. Parce qu'on va vers une compétition internationale, c'est pour gagner, mais pas pour participer. Parce qu'aujourd'hui, l'État investit à coups de milliards. Donc, cela veut dire que quelque part, il y a des enjeux énormes. Et quand on voit aujourd'hui que, par exemple, le sport est aujourd'hui pratiquement un levier d'influence, mais aussi un levier de rayonnement sur le plan international, c'est par rapport à ces dimensions. Parce qu'à l'époque, le sport avait des dimensions qui étaient des dimensions classiques. Il y avait la dimension éducative, il y avait la dimension politique, il y avait la dimension sociale. Mais maintenant, le sport a changé de paradigme. Donc, on reviendra un peu justement sur ces aspects-là. Mais restons un peu peut-être quand même sur ce qui s'est passé vendredi, avec cette victoire soudaine qui peut-être bon, nous repositionne un peu. Mais est-ce que, puisque vous pratiquez les sportifs de haut niveau depuis belle lurette, dans quel état d'esprit se trouve-t-il aujourd'hui après cette victoire et après cette qualification? Écoutez, dans un état d'esprit très fort, parce que vous savez, on reconnaît la moralité ou bien en tout cas l'esprit, en tout cas chevaleresque ou l'esprit moral d'un grand sportif quand il y a la tempête. Et on a senti au moins que, à l'issue des 2 matchs précédents que l'équipe nationale du Sénégal avait joué contre la France et la Norvège, il y a eu quand même des déroutes, des contre-performances dont on ne s'y attendait pas. C'est vrai que la France pouvait nous battre, mais il n'était imaginable qu'on puisse au moins perdre face à une équipe de la Norvège qui est une équipe pratiquement qui connaît une véritable qui est en avance aujourd'hui sur le plan africain, voilà, et qui a pratiquement joué 8 matchs, 8 victoires. Et avec 8 matchs, 16 buts, cela veut dire que quelque part, c'est une équipe qu'il fallait respecter. Mais l'équipe nationale du Sénégal aussi avait un statut, le statut de champion d'Afrique. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'en 4 éditions de Coupe d'Afrique des Nations, nous avons joué 3 finales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des joueurs qui évoluent dans des grands clubs partout dans le monde
En fait, nous avons un rang et nous répondons de ce rang. Absolument, nous avons un rang. Nous faisons partie aujourd'hui des pratiquement 15 meilleures nations sur le plan mondial. Ça veut dire que nous avions notre place en qualification. Maintenant, ça a été l'effet de surprise, les contre-performances, et cela se justifie tout simplement parce que vous savez que quand vous êtes un footballeur professionnel, quand on parle aujourd'hui d'un football professionnel, si vous êtes en forme, c'est parce que c'est par rapport à la forme du moment. Un footballeur de haut niveau, on l'attend par rapport à la forme du moment, mais pas par rapport à son nom, par rapport ou bien à son palmarès, ou bien à son cursus ou son parcours. C'est par rapport à la forme du moment. Et nous nous sommes rendus compte que vraiment, l'état de forme qu'avaient les joueurs lors de la Coupe d'Afrique des Nations était différent de l'état de forme que les joueurs ont actuellement à la phase finale de Coupe du Monde. Mais ça, comment ça s'explique? Au bout de 6 mois, on a vu toute l'équipe changer, transformer et transfigurer à la limite. Mais vous savez que la majeure partie des Sénégalais, par exemple, des joueurs sénégalais, n'évoluent pas dans leur club. Et si on fait allusion, ou bien le prorata, si on fait allusion au prorata des différents matchs qui ont été joués. Quand vous regardez, par exemple, Kalidou Koulibaly, il est resté presque 2 mois sans jouer à cause d'une blessure. Il y a eu Crépin Diatta qui joue très rarement, par exemple, dans son club à Monaco. Donc vous imaginez, Gana Gueye qui relève aussi d'une blessure, Pape Gueye aussi qui est venu très fatigué parce qu'il a joué une longue saison, tout comme Ismaïla Sarr qui a joué une très longue saison puisqu'il a été en finale, tout comme aussi, comment dirais-je, le garçon de Rayo Vallecano, comment il s'appelle, Pathé Ciss. Donc cela veut dire que quelque part, les joueurs sont arrivés très excellés. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, est-ce que la préparation a été de bonne qualité? Est-ce que la préparation n'a pas été faite au rabais? Ça, il faudrait, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans l'environnement de l'équipe nationale, nous sommes à la périphérie. Mais quand vous voyez aujourd'hui que, par exemple, il y avait des signes, des prémices, des signes annonciateurs, c'était lors de la rencontre contre les États-Unis, on s'est rendu compte que l'équipe du Sénégal, après presque 50 minutes de jeu, était complètement fatiguée. Et cela, au moins, s'est répété lors du match contre la France. Nous avons vu entre la 50e et la 65e minute une équipe sénégalaise très malmenée. Donc, ça prouve quelque part que l'équipe n'était pas au top niveau. Et l'équipe aussi n'était pas prête physiquement. Donc, tout cela aussi peut expliquer les contre-performances de l'équipe. Mesdames et messieurs, vous suivez donc le JDD sur iRadio et ITV qui reçoit le journaliste sportif Mbaye Jacques Diop qui s'y connaît un peu et qui nous entretient un peu peut-être de cette expédition effectivement des Lions aux Amériques, c'est-à-dire en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, donc au Mexique. Mais Mbaye Jacques, l'expédition américaine, quand je dis Amérique, donc c'est 3 États, est-ce qu'elle a été vraiment en amont assez bien préparée? Parce que quand même, depuis 1 an, nous savons que nous sommes qualifiés ou que nous devons participer donc à la Coupe du Monde. Mais si peut-être il y a eu des couacs ici ou là, une délégation pléthorique donc de la Fédération sénégalaise de football, des joueurs qui sont regroupés assez rapidement et puis qui sont partis dans des conditions un peu dans le désordre, devrais-je dire. Et en même temps aussi, un hôtel qui les reçoit mais qui ne présente pas toutes les conditions au moins culinaires pour permettre aux joueurs d'être dans une certaine sérénité. Mais vous qui avez participé à beaucoup d'expéditions, à beaucoup de campagnes, une campagne quand même, ça se prépare sur 1 an, sinon même plus. Vous savez, une campagne, c'est de l'anticipation. Et ça obéit à des critères. Il y a d'abord les critères d'anticipation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez en campagne, vous devez être prêt sur le plan de la logistique, sur le plan pratiquement administratif, sur le plan médical, sur le plan psychologique. Donc vous devez être prêt à tous les niveaux. Et au-delà de ça, vous avez évoqué tout de suite la question en tout cas des délégations pléthoriques. Vous savez, une délégation aussi obéit à des critères. Il y a des impératifs. Quand on parle d'une délégation, c'est parce que tout simplement, moi qui suis dans la délégation, je dois être utile à la délégation. Oui. Parce que parce que nous allons à une campagne et aujourd'hui, cette équipe nationale-là, quand elle va, aujourd'hui, elle est au plus haut niveau parce qu'il y a des joueurs qui évoluent dans des grands championnats. Et aujourd'hui, cette équipe nationale-là a atteint le sommet. Mais quand vous atteignez le sommet, il n'est pas dit que vous atteignez le sommet pour y rester. Vous atteignez le sommet pour dominer, mais pas pour y rester. Et aujourd'hui, moi qui suis par exemple dans la délégation, je dois être utile. Et au-delà de ça, je dois apporter une valeur ajoutée dans cette délégation-là. Mais malheureusement, ce que nous voyons, ce sont des délégations. Je suis l'ami du président, l'ami de tel, ou bien je suis parent à tel. On m'invite parce que j'ai des acquaintances, ou bien j'ai une proximité avec au moins la personne morale. Et ce qui fait aujourd'hui que, aujourd'hui, on ne comprend pas aujourd'hui quelle est l'utilité d'une délégation pléthorique. Et quand c'est pléthorique, ça veut dire que quelque part, la performance même peut
la contre-performance peut réagir sur ça. Parce qu'on vous dit souvent, quand vous êtes quand vous êtes par exemple dans ce qu'on appelle en tout cas les organisations, il est indiqué qu'il faut y aller avec moins de personnes pour être performant et au moins savoir que telle personne est utile à ça, telle personne est utile à ça. Mais tel n'est pas le cas au Sénégal, parce qu'au Sénégal, nous sommes dans l'émotion, nous sommes dans les sentiments, alors qu'on doit être dans les fondamentaux du haut niveau, en tout cas de la haute performance. Très bien, mais parce que les joueurs qui sont réunis ainsi appartiennent à de très grands clubs. Absolument. Ou peut-être bon, ils sont déjà conditionnés par disons, des environnements d'organisation qui sont extrêmement très typés. Donc, à mon avis, nous devons avoir un autre regard sur nos joueurs en raison des évolutions dans lesquelles ils sont au niveau de leur club. Moi, je pense donc, que... ça me paraît tout à fait évident que dans notre pays également, ou bien dans nos pays africains, qu'il y ait quand même des dirigeants également qui sont en adéquation avec les exigences du haut niveau de la haute compétition. Mais absolument, absolument, parce que vous l'avez évoqué, la question, par exemple, de ces dirigeants-là. Aujourd'hui, le dirigeant, on ne forme pas un dirigeant dans une bonne école. Il n'y a pas une école pour former Il n'y a pas une école pour former un dirigeant. Mais les dirigeants, on l'acquiert sur le terrain. Et aujourd'hui, le dirigeant doit passer, comprendre, en haut de gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dirigeant, il doit être en adéquation avec les joueurs du haut niveau. Par exemple. Oui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, par exemple, manager ces joueurs comme Sadio Mané, comme Kalidou Koulibaly, et être un dirigeant bas de gamme, excusez-moi du terme entre guillemets. Ça veut dire que quelque part, aujourd'hui, il nous faut des managers. Au-delà des managers, il nous faut des gens bien formés. Au-delà de ça, il nous faut aussi des gens qui maîtrisent, en tout cas, les paramètres du haut niveau, qui maîtrisent la haute performance. Aujourd'hui, on te parle du sport de haut niveau au Sénégal, alors que partout dans le monde maintenant, on te parle de la haute performance. Donc, il y a une différence aujourd'hui entre haut niveau et haute performance. Parce que quand vous êtes au plus haut niveau, maintenant, vous devez viser ce qu'on appelle la haute performance. Et la haute performance, c'est quoi? C'est dominer pour gagner. Parce qu'on ne va plus dans les compétitions internationales pour participer. Mais on y va pour gagner, oui, parce que c'est un investissement. Oui, ce n'est plus Coubertin. Non, oui, ce n'est plus l'ère de Coubertin. L'essentiel est de participer. Maintenant, l'essentiel est de participer, de dominer et de gagner. Oui, parce que les gens ont des ambitions. Les gens, aujourd'hui, ils ont des ambitions et ce sont des ambitions légitimes. Parce que nous, par exemple, au niveau du Sénégal, on n'a rien à envier à d'autres équipes nationales parce que nous avons un standing qui est similaire au standing de l'équipe de France, au standing de l'équipe d'Allemagne, au standing de l'équipe, par exemple, de l'Angleterre. Parce que nous nous préparons pratiquement comme des professionnels. Maintenant, est-ce que l'environnement est professionnel? C'est la grande interrogation. Très bien. J'ai suivi la ministre Diène Gaye qui est sortie dire que pour préparer effectivement la CAN, on avait invité un certain nombre de hauts fonctionnaires issus des différents départements qui sont impliqués dans l'expédition marocaine. Mais quand elle a énuméré la liste, tout de suite j'ai remarqué l'absence d'un profil extrêmement important dans la délégation qui n'y était pas. C'était un hôtelier de très haut niveau sénégalais qui peut au moins une fois sur place quand même, puisqu'ils allaient inspecter aussi les hôtels dans lesquels peut-être allaient loger les joueurs. Mais il n'y avait pas un professionnel justement de l'hôtellerie ou du tourisme. À mon sens, ce sont ces types de profils qu'il faut peut-être regarder de très près, puisque vous parlez justement de la haute performance maintenant, pour qu'au moins quand même l'équipe elle soit à niveau du vrai niveau des footballeurs, de l'exigence d'un Sadio Mané, de l'exigence du jeune Ibrahima Mbaye. Enfin, voilà, Ibrahima Mbaye. Mais je veux dire que quand ces joueurs-là sont mis dans des conditions telles que la Fédération sénégalaise de football doit également peut-être au moins songer à être d'égal niveau du point de vue justement de l'offre de services et même du point de vue de l'offre d'encadrement. Mais vous avez parfaitement raison, parce que vous savez, et c'est là où le bas blesse quand les gens vont en mission, par exemple, de prospection. Quand vous allez prospecter, vous devez avoir une concession dynamique. Par exemple, voir un chef chargé de la sécurité, aller avec lui. Un hôtelier, aller avec lui. Quelqu'un qui connaît bien, au moins, les péripéties ou bien les aléas de la haute performance du haut niveau pour voir est-ce que, par exemple, aujourd'hui, cet hôtel est adaptable par rapport aux exigences du haut niveau. Et ça, moi, je pense que souvent, ce sont des fonctionnaires qui partent parce que tout simplement, c'est des fonctionnaires qui sont dans des services ou bien dans des directions qui recommandent, donc, qui doivent y partir. Mais je pense que quelque part, nous devons changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est quoi? C'est avoir de bons, en tout cas, team managers dans les équipes nationales.
Par exemple, il y a des joueurs professionnels qui ont vécu au moins au plus haut niveau. Ces choses-là. Et je pense que ces gens-là doivent être intégrés au moins dans la délégation quand il y a une mission de prospection. Parce que souvent, il y a ce qu'on appelle une mission de prospection qui va pour voir quels sont les sites d'accueil, quels sont les terrains, les hébergements. Et après, il y a aussi une mission avancée qui va pour au moins accueillir la délégation. Donc, vous voyez, donc, il doit y avoir une différence entre la mission de prospection et la mission avancée. Maintenant, quand vous n'y allez pas avec, par exemple, un grand, par exemple, chef cuisinier. Quand vous n'y allez pas avec quelqu'un qui est chargé de la sécurité. Quand vous n'y allez pas avec un gars qui est chargé de la logistique. Ça pose problème. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, si je vais dans une délégation qui est censée faire de la prospection, moi, je n'ai pas de connaissances sur le plan hôtelier, je n'ai pas de connaissances sur le plan médical, sur le plan sécuritaire. Et pourtant, dans toutes les délégations, par exemple, quand vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Europe, les gens vont avec au moins chacun en ce qui le concerne dans son domaine. Et ces gars-là fera un rapport pour montrer au moins les conditions, les exigences et quels sont peut-être les manquements ou bien les impairs qu'il faudrait compléter. Vous avez touché du doigt la question très sensible de la question culinaire. Parce que quand même, il est insensé que des joueurs de ce haut niveau se résolvent à chercher eux-mêmes par quels moyens peut-être s'alimenter une fois. Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Bon, cette question-là aussi, il faudra un peu relativiser. Pourquoi il faudra relativiser? Moi, j'ai eu à accompagner au moins l'équipe nationale pendant plusieurs années. Mais il arrive que des joueurs, par exemple, aient envie de manger quelque chose. Peuvent commander avec leur carte dans un restaurant de la place ou bien dans un kit de la place. Et moi, je pense que ça, ce n'est pas nouveau. Ça, il faut le dire, ce n'est pas nouveau. Quand les gens mangent, je pense que quand vous allez dans une équipe nationale, quand vous allez par exemple avec une délégation, moi je pense que l'alimentation n'a jamais posé de problème. En toute honnêteté, ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde, mais je doute fort qu'il y ait des problèmes d'alimentation entre les joueurs. Ça, j'en doute fort, en toute honnêteté. On pensait simplement qu'il y avait quand même une délicatesse. Parce quand même que vous imaginez un peu peut-être, bon, voilà, les aliments qu'on leur sert, bon, ça doit présenter quand même une certaine sécurité. Tout dépend. Le repas peut être copieux comme le repas peut être frugal. Ça dépend aussi de l'alimentation aussi, quoi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs, par exemple, préfèrent cette alimentation-là? Est-ce que c'est l'encadrement? Est-ce qu'il y a un responsable diététique qui se charge de pouvoir dire que les joueurs doivent consommer ça? C'est ça aussi, c'est la grande interrogation. Parce que vous savez que dans nos équipes nationales, les gens ont tendance à étoffer le staff médical, le staff technique, le staff administratif. Ils oublient ça pour autant équilibrer, oubliant par exemple la question diététique, elle est importante, la question de la restauration, elle est importante, la question de l'alimentation, elle est très importante. Parce que les joueurs, ce qui les intéresse, c'est au moins que dans une compétition ou bien dans la haute performance, que tout soit prêt et qu'ils ne songent qu'une seule chose, d'être sur le terrain pour être performant. C'est tout. Mais quand les joueurs, par exemple, pensent qu'ils n'ont pas encore reçu leur prime, quand on voit, par exemple, que Pape Thiaw n'a pas encore signé son contrat, ça aussi, ça peut influer sur la performance des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs ont l'esprit que, par exemple, les primes ne sont pas encore tombées, Pape Thiaw n'a pas encore signé son contrat, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Les gens n'auront plus l'esprit à jouer sur le terrain. Mais cette question, quand même, depuis très longtemps, les gens avaient pensé peut-être qu'elle a été résolue. Figurez-vous peut-être bon que voilà, ceux qui étaient accrochés à 86, donc à l'expédition du Caire, mais c'était une question de primes. Mais depuis là, peut-être bon, il y a une longue traînée sur la question justement des primes. Qu'est-ce qui explique que de façon définitive, cette question ne trouve pas de solution? Bon, la question des primes aussi, moi je pense que les gens ont changé en tout cas la façon au moins d'allouer les primes. Parce qu'à l'époque, les gens appelaient pratiquement, ou bien ils revenaient au d'âge du ministère des Sports d'aller payer directement les primes en espèces. Mais maintenant, avec ce nouveau régime-là, les gens ont changé de fusil d'épaule pour dire que désormais, les primes seront payées à partir, en tout cas, de virements bancaires. Et je pense que c'est ce qui a un peu retardé l'échéance, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que la question des primes reste une question qu'il faudrait rapidement évacuer. Et ça aussi, c'est une urgence. En fait, les joueurs et tout l'encadrement devraient percevoir justement ces primes. Non, à l'époque, par exemple, avant même une compétition, les gens percevaient leur prime de participation et de qualification. Parce qu'ils se sont qualifiés à une compétition. Maintenant, la prime de participation, c'était pour au moins participer à ça. Maintenant, avec ce nouveau régime, le régime de PASTEF, les gens ont changé de fusil d'épaule pour dire maintenant il faudrait qu'il y ait une traçabilité. Désormais, toutes les primes seront payées à partir d'un virement bancaire. Comment se fait-il que le cas du coach soit un cas singulier
n'ayant pas de contrat, n'ayant signé absolument rien, et puis il part quand même avec justement sa volonté chevillée au Bon, je pense que ça aussi, c'est une négligence où les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées entre le coach, la fédération et le ministère des Sports. Parce que vraiment, on aurait pu régler cette question depuis le mois de février. Pape Thiaw avait pratiquement terminé son contrat. Il fallait un avenant de contrat. Maintenant aussi, il faudrait que les gens tiennent compte d'un fait. Il y a un long processus pour au moins le contrat. Parce que Pape Thiaw avait signé son contrat. Maintenant, il faut un avenant. L'avenant, il faut impérativement qu'il y ait de nouvelles propositions, qu'il y ait des contre-propositions. L'avenant doit aller au niveau de l'agence judiciaire de l'État, ensuite au niveau de la primature, ensuite au niveau de la fonction publique. Donc c'est tout un processus. Parce que les gens pensent que le contrat doit venir et signer par le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise. Parce que c'est la Fédération sénégalaise qui est employeur, mais c'est l'État qui paye. Donc il faut impérativement aussi l'État puisse voir quelles sont les clauses du contrat. Et si aujourd'hui ces clauses-là ne vont pas impacter ou bien ne vont pas impacter sur le bon fonctionnement. Mais peut-être c'est ma naïveté, hein, mais comment se fait-il que c'est l'État qui paye et c'est la fédération qui emploie? Et ensuite, au niveau de la FIFA, on dit que l'État n'a rien à voir avec donc, la fédération. Et dans ça aussi, c'est un paradoxe. Parce que moi, quelque part, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de comprendre que l'État paye à lui seul, par exemple, l'entraîneur du football, oublie l'entraîneur du basket, l'entraîneur du handball et les autres entraîneurs. Ça aussi, quelque part aussi, moi, je trouve ça un peu aberrant et à la limite même absurde. Oui, en tout cas, ça manque de cohérence. Ça manque de cohérence. Parce qu'aujourd'hui, la fédération a assez de moyens pour pouvoir... Parce que dans les autres pays, pratiquement, c'est le sponsor de l'équipe nationale qui paye les entraîneurs. Et aujourd'hui, l'État, moi je pense que la fédération a assez de moyens maintenant pour dire à l'État, prenez en charge la question de l'entraîneur. On vous a délégué des pouvoirs, mais la délégation de pouvoir, il y a des mesures d'accompagnement. Mais les mesures d'accompagnement, il ne s'agit pas de payer un seul entraîneur d'une seule fédération 30 millions et oublier les autres entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, d'autres entraîneurs sont payés à la pige. Mais nous, par exemple, l'entraîneur du football, il est payé régulièrement, mensuellement. Donc ça aussi, c'est absurde, c'est une aberration. Il y a une inadéquation dans ce sens-là. Et je pense qu'il faudrait rectifier le tir aussi. Si nous devons payer tous les entraîneurs, il faudrait aussi que la fédération, qui a beaucoup plus de moyens que les autres fédérations sportives, prenne en charge la question au moins du salaire de l'entraîneur. Parce que l'État ne peut pas toujours continuer. Vous avez des sponsors, vous avez des partenaires, mais je pense qu'aussi, il faudrait au moins que l'État puisse dire, écoutez, nous allons vous accompagner pour une durée bien déterminée. Maintenant, après cette durée-là, vous allez vous prendre en charge pour payer votre propre entraîneur parce que vous en avez les moyens. Ouais, mais ça suppose peut-être qu'on ait des dirigeants justement qui aient un esprit, une vision et qui soient également dans l'anticipation, ce qui n'est pas le cas. Mesdames et messieurs, donc vous suivez JDD du 28 juin qui reçoit le journaliste sportif Mbaye Jacques Diop. Si on élargit un peu le spectre, Mbaye Jacques, maintenant parlons de toutes les disciplines sportives. Il fut le temps, Dakar était peut-être un centre presque polyvalent de toutes les disciplines sportives. Absolument. On faisait de l'athlétisme, on faisait de la boxe, on faisait du marathon, on faisait du football, handball, basketball. Il y avait même peut-être des citadelles imprenables ici, c'est-à-dire le stade Marius Ndiaye, le stade Iba Mar Diop. Bon, je pense que toutes ces infrastructures sont en train d'être rénovées dans le cadre effectivement d'un autre rendez-vous qui va arriver bientôt. Mais qu'est-ce qui explique que soudain, partout c'est le silence justement des grandes disciplines? En tout cas, il n'y a pas de figure qui émerge. Il n'y a pas de figure qui émerge parce que tout simplement aujourd'hui, il y a plus de fédérations. Il y a au-delà de ça aussi, il y a moins de moyens. Et aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui que la question des infrastructures aussi pose problème. Parce que les gens ont construit des infrastructures sportives uniquement pour la pratique du football, en oubliant les autres disciplines sportives. Il y a eu, par exemple, aujourd'hui à Dakar, il y a eu peut-être, on est resté 3 ans, 4 ans où il n'y a pas eu de piste d'athlétisme à Dakar. Ça, c'est une aberration, alors que pratiquement nos meilleurs sportifs ont été à l'actif. Nos meilleurs, par exemple, champions sont sortis de cette première discipline olympique. Aujourd'hui, par exemple, les nageurs ont des problèmes pour nager. Il n'y a qu'une seule piscine. Malgré la piste olympique de Dakar. Oui, il n'y a qu'une seule piscine olympique qui est en réfection. Et cette piscine olympique, les nageurs sont restés presque 2-3 ans sans pour autant y nager. Aujourd'hui, on n'a pas de salle des arts martiaux. Parce que la seule salle des arts martiaux qui était à la rue Joseph Gomis a été pratiquement démolie. Donc vous imaginez aujourd'hui, vous voulez faire du sport, vous n'avez pas d'infrastructure, et aussi la question de la formation aussi pose problème. Parce que nous avons aujourd'hui le talent qu'il faut. Nous avons une jeunesse, par exemple, sénégalaise très sportive. Mais il va falloir aussi former les formateurs, les éducateurs, les encadreurs. Par exemple,
qu'est-ce qui empêcherait à l'État de dire, par exemple, un garçon comme Malik Fall, qui a fait 5 Jeux olympiques natation, oui. Malik, nous allons vous envoyer, par exemple, en Australie, pour que vous puissiez au moins vous imprégner de la natation australienne, qui est un modèle sur le plan mondial, sur le plan olympique. Une sorte de référence. Voilà, de référence, absolument. Disent, par exemple, à un champion de Evelyne Diatta ou bien quelqu'un, on va vous envoyer, par exemple, dans les pays de l'Est pour voir comment les gens font pour gagner au niveau de la lutte olympique. Moi, je pense qu'il nous faut au moins sortir vers l'international pour voir ce qui se fait au plus haut niveau et venir aller faire du benchmarking pour venir au moins transmettre au moins cela à nos jeunes athlètes. Parce que nous avons aujourd'hui une jeunesse pratiquement très sportive. La population a environ, par exemple, sur les 60 ou 70% est jeune. Donc, c'est tous des sportifs. Quand vous voyez, par exemple, pratiquement tout le littoral, vous vous rendrez compte qu'à partir de 17 heures, nous avons une population sportive. Maintenant, la question des infrastructures pose problème, la question des moyens aussi pose problème, mais aussi la question aussi de plusieurs disciplines sportives. C'est ça. Parce que nous, on ne fait pas de l'option. On ne fait pas de l'option. Nous devons savoir aujourd'hui quelles sont les disciplines auxquelles nous avons plus de chances, au moins, d'atteindre le plus haut niveau. Mais nous avons 66 fédérations et nous voulons que ces 66 fédérations aillent aux compétitions internationales. Vous n'avez pas aujourd'hui au moins 5 ligues au Sénégal. Sur le plan de la sous-région, vous ne dominez pas. Sur le plan africain, vous n'êtes même pas médaillé et vous voulez aller aux championnats du monde, aux Jeux olympiques parce que vous avez réalisé le minima. Ça aussi, c'est une question qu'il faudra revoir. Bon, vous avez bien décrit donc la situation du tableau dans Dakar. Absolument. Mais dès que vous sortez de Dakar aussi, c'est le grand désert. Non, c'est le grand désert. À partir de Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda ou bien Kaffrine, c'est également le désert. Il n'y a pas d'infrastructure qui permettent au moins quand même de décongestionner un peu le trop-plein de Dakar. Et il me semble quand même que les régions également devraient être mieux dotées, ne serait-ce que pour révéler aussi des talents dans chacune des régions. Mais absolument. Quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avait fait de sa Coupe d'Afrique des Nations un plan de développement. Okay. Ils ont construit ce qu'on appelle des agoras. Les agoras, c'est quoi? C'est des infrastructures sportives où il y a des terrains de football, des terrains de basket, des terrains de handball. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des plateaux multifonctionnels qui permettent à toutes les disciplines de pouvoir au moins s'y exercer. Et nous, à l'échelle du pays? Absolument, okay. Partout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait par exemple à l'État du Sénégal? Parce que le sport aujourd'hui, c'est devenu un levier économique. De pouvoir dire, par exemple, nous allons construire au moins des plateaux multifonctionnels couverts, par exemple, dans la zone de Thiès, dans la zone de Diourbel, dans la zone de Tambacounda, dans la zone de Saint-Louis, etc. Oui. Et je pense que nous n'avons pas assez de... Nous n'avons que 14 régions. Et sur les 14 régions, je pense que l'État doit pouvoir investir pour permettre à ces jeunes-là aussi de pouvoir bénéficier des mêmes infrastructures, de pouvoir bénéficier des mêmes plateaux que ceux qui sont dans la capitale. À mon avis, c'est ce qui manque vraiment pour qu'il y ait une bonne cartographie des possibilités, des opportunités. Maintenant aussi, la question de la formation aussi, parce qu'il nous faut aussi de bons entraîneurs qui sont très bien formés. Il ne faudrait pas que cette formation soit au rabais. Quand vous voyez la délivrance des premiers degrés, deuxième degré, c'est des formations de 10 à 15 jours. Et ça, c'est une formation au rabais. On ne peut pas aujourd'hui former de véritables entraîneurs, de véritables techniciens sur la base d'une quinzaine ou d'une vingtaine de jours. Quand vous voyez partout en Europe, mais les formations sont devenues des formations académiques. C'est sur la base d'une année académique. En Espagne, par exemple, pour avoir le premier degré, il faut faire 1 an. Le deuxième degré, il faut aller en deuxième année. Le troisième degré, donc cela veut dire que pour être diplômé en troisième degré, c'est une formation académique. Mais nous n'avons pas un institut de formation de haut niveau Non, si, nous avons l'INSEPS, non? Nous avons l'INSEPS. Oui, l'INSEPS, c'est à partir du baccalauréat. C'est ça. Et sur la base d'un concours, parce que ce sont des garçons qui sortent, ils sont formés comme des managers, ils sont formés comme des PEPS, des professeurs d'éducation physique et sportive, sur la base de 5 ans, 6 ans. Après, ils sortiront comme des enseignants d'éducation physique et sportive. Maintenant, je pense que dans les écoles de formation, là aussi, il faudrait que les gens changent de paradigme. Qu'ils s'adaptent un peu aux environnements. Qu'ils s'adaptent aujourd'hui aux enjeux du moment, aux enjeux du sportif. Le sport aujourd'hui, c'est la diplomatie, c'est la géopolitique, c'est la géostratégie, c'est l'économie, c'est des questions juridiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le sport est devenu quelque chose de transversal. On rêvait des années où Diaba plastronnait partout. On rêvait des années où il y avait cette jeune dame qui avait gagné aussi à Edmonton, Amibake Thiam.
Il y avait aussi Yaye Amisek, Ablaye Diop, Mamadou Ali Ndiaye, Daou, tous qui ont... C'est vrai que c'est des individus, par exemple. Oui. Mais on voyait également des dirigeants, de grandes figures du sport également. On les voyait plastronner également sur les grands lieux du sport mondial. Kebamba, il faut Kebamba, paix à son âme. Amadou Bari, Lamine Diak, Youssou Ndiaye. Il y avait quand même des figures qui inspirent. Des figures emblématiques. Voilà, qui non seulement inspiraient confiance, mais véritablement, c'était des messieurs qui posaient justement sur les grands choix mondiaux même. Et ils ont fait venir à Dakar beaucoup de signatures donc, du sport et de toutes les disciplines sportives. Absolument. On a comme l'impression, sans être nostalgique, on a comme l'impression qu'il nous manque tout ça en ce moment. Absolument, il nous manque de grands dirigeants. Parce que comme vous l'avez évoqué, il y a eu par exemple un dirigeant comme Lamine Ba qui a été le secrétaire général du Conseil supérieur du sport en Afrique. Par exemple. Il y avait par exemple Keba Mbaye qui a été pratiquement le père aujourd'hui du TAS. Il y a Youssoufa Ndiaye, il y a Mathurin Diop, il y a aussi, comment il s'appelle encore, Amadou Bari qui a été membre du comité international olympique, le président Mamadou Diagne Ndiaye. Mais aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle génération intermédiaire. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Par exemple, cette génération intermédiaire, c'est la génération aujourd'hui des Augustin Senghor, des Augustin Senghor, la génération par exemple de Mohamed Diop, qui est le président de la Confédération de natation, non? Africaine de natation. Donc, il y a des dirigeants qui sont en train d'émerger, de sortir du lot. Et je pense que peut-être que d'ici une décennie ou bien moins d'une décennie, on aura encore plus de dirigeants. Mais il y a une certaine nostalgie parce que ces gens-là ont amené de grandes sommités mondiales ici au Sénégal. Et aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Nous, on avait l'habitude, par exemple, durant les vacances d'été, de pouvoir au moins organiser de grandes rencontres. On a vu Monaco venir ici. On a vu Saint-Etienne venir ici. Oui. On a vu Nantes venir ici. On a vu le Centre Football Club, Botafogo. Le Brésil. Donc ça veut dire que quelque part... Du point de vue basket, on a vu Harlem Globetrotters. Ça veut dire que quelque part, aussi, Dakar était un hub sportif, c'était une destination. Maintenant, tel n'est plus le cas. Et alors qu'aujourd'hui, on a des infrastructures de qualité qui peuvent permettre à ces athlètes-là de pouvoir venir. Parce que quand vous voyez, par exemple, le Dakar Arena, le stade Diamniadio, c'est des infrastructures qui n'ont rien à envier avec les autres infrastructures qui sont du point de vue standard, forcément. Donc cela veut dire que quelque part, maintenant, il nous faut aussi des dirigeants qui peuvent nouer des partenariats, qui peuvent nouer des conventions et aller rencontrer ces gens-là pour pouvoir discuter avec eux, pour voir réellement comment essayer aujourd'hui de transporter ce soft power-là à Dakar ou bien au Sénégal. Parce que Dakar aussi, c'est une plaque tournante. Parce que Dakar, il y a un climat. Au-delà de la climat, il y a une certaine stabilité. Il y a aussi des politiques publiques parce que l'aéroport est tout proche. Donc, cela veut dire que quelque part, il y a des infrastructures de qualité. Les gens peuvent venir vraiment pouvoir jouer, exercer. Mais malheureusement aussi, ce qui fait cette affaire-là, nous avons des dirigeants qui n'ont pas envie de jouer à Dakar. On a comme l'impression que les gens préfèrent aller en France, jouer en Angleterre, jouer ou bien dans les autres pays que de venir jouer. Là aussi, ça pose problème. Quand vous avez des dirigeants qui ne militent pas pour favoriser au moins aujourd'hui, par exemple, qui ne favorisent pas le fait de venir jouer à Dakar, mais préfèrent jouer en France, mais les gens n'ont pas envie de venir chez vous. Si vous ne le faites pas, c'est à vous de pouvoir montrer l'exemple, de donner l'exemple pour montrer aux gens que nous voulons jouer au Sénégal. Mais à vous entendre, on a comme l'impression peut-être que voilà, ces grands dirigeants, depuis leur départ, ça n'a pas été comblé. Non, ça n'a pas été comblé parce que tout simplement aussi, parce que vous savez, un dirigeant, on l'apprend dans aucune école. On l'acquiert sur le terrain. Le dirigeant, c'est quelqu'un qui a une capacité d'écoute. Le dirigeant, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Pas des décisions personnelles, mais des décisions au profit du collectif. Et c'est ça un dirigeant. Mais quand vous avez des dirigeants qui se battent pour des primes, quand vous avez des dirigeants qui se battent pour être dans les délégations pour au moins récolter 10, 15, 20 millions, cela pose problème. Il y a la question d'éthique aussi. Quand des dirigeants marchandent, par exemple, des votes ou bien des voix, ça veut dire que quelque part, il y a une question d'éthique. Il y a une question de moralité. Et aujourd'hui, la question me semble tellement importante qu'au Sénégal, qu'il faudrait au moins qu'il y ait un cadre juridique permettant de pouvoir dire voici le profil d'un dirigeant qui doit être dirigeant et qui ne doit pas l'être.
Parce que ça a été une boîte de Pandore et les gens se sont engouffrés, les gens se battent maintenant pour aller en élection, pour être élus, ou bien pour faire partie d'un comité exécutif, pour voyager, sachant que, ou bien l'État met un terme pour dire que désormais, aucun dirigeant ne va plus percevoir de primes. C'est dirigeant parce que c'est du bénévolat, mais c'est un bénévolat un peu suspect pour moi. Oui. Parce que quand vous dites que c'est du bénévolat et que vous percevez de l'argent, le bénévolat devient suspect. Bon, c'est toujours Jacques Diop, donc avec sa verve habituelle. Mais un autre aspect lié toujours à cela, Jacques, c'est on a vu une opinion quand même s'élever pour fustiger un peu peut-être bon, ou le silence, ou voilà, un peu la paresse du coach national, en l'occurrence, donc, comment il s'appelle? Pape Thiaw, voilà. Pape Thiaw, qui est un peu sourd ou bien insensible, n'est-ce pas, à la bronca sénégalaise, contre son classement ou bien contre les joueurs qu'il met en place, alors qu'effectivement il y a d'autres valeurs sur le banc. Donc on a, en tout cas cet aspect a révélé un peu quand même qu'il y a une forte opinion qui peut à la limite repousser un peu voilà, les anachronismes du coach ou bien même de la fédération, parce qu'également ils ont reproché à la fédération d'avoir été négligent sur la question culinaire et de l'encadrement. Bon, vous savez, quand vous n'êtes pas dans l'environnement de l'équipe nationale, vous ne faites que des exploitations. Donc moi, je ne peux pas, en toute honnêteté, en toute franchise, je n'aurais pas la prétention de pouvoir dire, par exemple, mais il faudrait aussi que les gens aient une certaine écoute. Parce que aussi, la clameur publique peut être favorable comme elle peut être défavorable. Défavorable, oui. Oui, absolument. Oui. Et je pense que ce que nous avons, en tout cas moi, ce que je vis par rapport aux 2 premiers matchs contre la France, contre, comment dirais-je, contre la Norvège, jamais dans l'histoire, je l'ai vu, parce qu'une équipe qui perd, on la change. Une équipe qui gagne, on la reconduit. Et c'est ça, par exemple, c'est ça le leitmotiv du sport. Vous ne pouvez pas perdre sur un score de 3-0 et reconduire le même dispositif et le même classement. Cela veut dire que quelque part, vous êtes satisfait. Sauf aussi qu'on a rongé les freins justement d'un certain nombre de jeunes qui avaient peut-être bon, tout un potentiel à extérioriser. Non, absolument. Vous savez que dans ces... Un peu comme les Marocains l'ont fait. Les Marocains ont jeté effectivement au devant de la scène. L'Espagne l'a fait, le Maroc l'a fait. Voilà. Il y a beaucoup d'équipes qui ont misé sur les jeunes. Même la France, c'est une équipe très jeune. Et ça, c'est prendre rendez-vous avec disons, les échéances à venir. Absolument. Voilà, donc à mon avis, Pape Thiaw a manqué un peu peut-être de réactivité par rapport à ces impératifs qui s'imposaient donc à son équipe. Non, je pense que quelque part aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Pape Thiaw et les joueurs, mais j'ai comme l'impression que, comme le disent souvent les gens, il y a peut-être un groupe qui suit dans cette sélection nationale qui fait la pluie et le beau temps et qui dicte sa loi. Ça, il faut avoir le courage de le dire, parce que ça se vérifie sur certains choix. Il y a des choix qui ne se justifient pas. C'est vrai que nous avons beaucoup de respect pour ces joueurs-là, qui ont longtemps honoré le maillot national, mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils comprennent que le maillot national est plus important que la défaite. Mais j'ai eu le sentiment qu'il a compris, ou en tout cas il a écouté effectivement non, absolument. ce dont je parlais. Non, parce que, attention, sa tête était mise à prix, forcément, parce qu'une défaite l'aurait au moins envoyé à l'échafaud, lui, Pape Thiaw, parce qu'il serait le premier principal responsable de cette défaite, parce que les gens ont un peu spéculé, véhiculé sur, en tout cas, son entêtement à vouloir conserver coûte que coûte au moins certains joueurs qui peut-être n'avaient pas donné satisfaction. Mais le 3e match nous a prouvé que, en tout cas, la clameur publique avait peut-être raison sur lui. Et puis, bon, autre préoccupation qui est peut-être ma préoccupation, mais sans doute je la partage avec beaucoup d'autres compatriotes, mais parce que nous sommes quand même en conflit ouvert avec le Maroc, sur le plan, en tout cas, voilà, de l'arbitrage au niveau du TAS. Mais si le Maroc s'illumine au niveau du mondial et que nous, peut-être, bon, nous plongeons justement dans la pénombre, il est bien évident que notre dossier ne peut pas être défendu avec autant de verbe qu'il l'aurait été s'il y avait effectivement de la lumière. Bon, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait le courage et l'honnêteté de dire que nous n'avons pas le même standing que le Maroc. Ça, il faut le reconnaître. Oui, d'accord, mais on peut avoir des prétentions quand même avec, malgré nos moyens. Oui, on peut avoir des prétentions. Et la preuve, c'est... Mais les prétentions aussi, il faudrait au moins poser les jalons. Mais quand vous ne posez pas les jalons, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, parce que j'ai comme l'impression que les gens veulent gérer le football comme ça se faisait par le passé. Alors que tel n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, ça quand même c'est... Oui, c'est dépassé. C'est dévolu. Oui, il faudrait un nouveau type de management, un nouveau type managérial pour pouvoir gérer aujourd'hui le football. Le football ne se gère plus comme dans les années 80, dans les années 60 ou 70. Le football aujourd'hui, il y a des exigences au plus haut niveau. Et il faudrait au moins, en tout cas, tout ce qui bichonne le sport doit être, en tout cas, des gens qui côtoient ou bien qui ont côtoyé le haut niveau. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui gérer le football de haut niveau et être dans l'amateurisme. Ça, vous ne pouvez pas. Et vous n'aurez jamais de résultats. Parce que les résultats ne vont jamais suivre.
Alors maintenant, on s'achemine vers un autre rendez-vous chez nous, c'est les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Quel écho vous parviennent concernant effectivement ce grand événement? Bon, je pense que pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026, il faudrait d'abord féliciter le président Mamadou Diagne Ndiaye, le président du comité d'organisation, féliciter en tout cas le coordonnateur Ibrahim Awad, de tout ce qui en tout cas joue un rôle tellement important. Pourquoi les féliciter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, parce que quoi qu'on puisse dire, il faut avoir le courage de dire que c'est des gens qui ont travaillé pratiquement d'arrache-pied pour d'abord que le Sénégal, qu'on attribue l'organisation au Sénégal, et au-delà de ça, le comité d'organisation, il y a eu quand même des voix très positives. Vous avez vu récemment le ministre des Infrastructures sportives, dans la question des infrastructures, cela veut dire que quelque part, les gens ont travaillé en amont. Maintenant, ce qui est visible, c'est que les Jeux Olympiques, aussi, il faudrait comprendre une chose. Les Jeux Olympiques, ce qui sera important dans les Jeux Olympiques, c'est d'abord l'impact des Jeux Olympiques, mais aussi l'héritage. Parce que l'héritage, il sera sportif, parce que tout simplement, il y aura 3 villes, il y aura Dakar, il y aura Diamniadio, il y aura Saly. Donc l'héritage, quand je dis sera sportif, il y aura la question des infrastructures sportives qui a été donc évacuée. L'héritage aussi sera aussi urbain, parce qu'il y a aujourd'hui des plateaux qui sont construits partout. Donc que ce soit à Dakar, que ce soit à Diamniadio, que ce soit à... Mais l'héritage aussi, il sera économique. Parce que, ça va impacter les... Oui, parce que tout simplement, sur le plan économique, il y aura des retombées économiques. Maintenant aussi, il faudrait voir que sur le plan aussi, sur le plan de l'héritage, il faudra compter d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'il y aura des infrastructures qui ont été construites. Dakar va vivre au rythme mondial pendant presque 15 jours. Cela veut dire que quelque part, il faudrait saluer en tout cas l'attribution de ces Jeux à Dakar. Moi, en tout cas, j'ai bon espoir et je suis optimiste quant à la réussite de ces Jeux-là, parce que d'abord, il y a eu la question de nautique qui a été réglée, il y a eu la question équestre. Quand vous allez à Diamniadio, vous voyez le centre équestre, vous avez l'impression d'être en Europe. Aujourd'hui, la piscine olympique, bientôt, elle sera prête, parce que tout récemment, il y a eu une visite avec pratiquement les spécialistes en tout cas de la natation. Le stade Iba Mar Diop pratiquement est devenu un joyau qui a été quand même remis à neuf. Je pense que la question des infrastructures, on ne parlera plus d'infrastructures après les Jeux. Maintenant, il reviendra aux fédérations de pouvoir capitaliser cet héritage-là. Tout à fait. Voilà. Ben, c'est le lieu également de féliciter et de remercier et d'appuyer fraternellement un ami à moi, donc en la personne effectivement d'Ibrahim Awad, Voilà, qui est un homme très rationnel, organisé. Très rationnel, très pondéré, très organisé. Voilà, très organisé. Oui. Et que je salue. Très méticuleux sur ce qu'il fait. Voilà, très bien. Mais JDD aussi, voilà, vous avez votre place ici, M. Awad, quand l'occasion se présentera. Mais Diaba, il nous a fait rêver, il a propulsé notre nom voilà, au-delà des frontières. Nous sommes devenus connus mondialement grâce effectivement à ses foulées à Séoul. Mais Diaba doit simplement être une comète qui est passée et puis bon, voilà, on ferme la parenthèse. Non, pourtant on n'a pas fermé la parenthèse, parce que après Diaba, il y a eu peut-être des champions, mais peut-être qu'on n'a pas encore eu de médaille olympique. Oui. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, parce que l'actuelle fédération est en train de travailler d'arrache-pied, parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes comme par exemple Salissar, qui récemment a été pratiquement médaillé au championnat du monde en salle. Et Salif aujourd'hui est 6e mondial, elle a été 6e au dernier championnat du monde à Budapest, et elle prépare les championnats du monde et les Jeux Olympiques, et je pense que Salif peut nous valoir des satisfactions. Maintenant, vous savez, la question des champions, vous êtes champion pour 1 centimètre, 1 millième ou bien 1 dixième de seconde. Bien sûr, oui. Maintenant, il y a aussi des garçons comme par exemple Louis-François Mendy, des garçons comme par exemple comment dirais-je, le sprinter long du 400 mètres, Diouf, qui peuvent aujourd'hui nous valoir des satisfactions. Il ne faut pas se précipiter. Je pense que les gens sont en train de travailler, parce que aussi la préparation n'est pas une préparation au rabais. Elle se prépare, les Jeux Olympiques se préparent pendant 4 ans, pendant 8 ans, oui, avec des échéances et des objectifs intermédiaires, des objectifs spécifiques, mais aussi des objectifs évolutifs en fonction des moyens, en fonction aussi de vos performances. Mais je vois souvent qu'en Afrique centrale, en Afrique australe par exemple, quand moi j'étais à Nairobi, je voyais souvent des meetings qui sont organisés entre les différentes capitales, donc des pays voilà, qui sont frontaliers. Parce qu'il y a des pays
qui ont opté, parce que c'est des pays de haut plateau. Oui, bien sûr, donc, oui. ils ont opté Très pour accidenté. l'athlétisme, sentant que la chance de pouvoir au moins rayonner sur le plan international, c'est l'athlétisme. Nous, on n'a pas d'option. Nous, on opte pour toutes les disciplines. Alors que moi, je suis persuadé que les prochains, en tout cas, les prochaines médailles olympiques, ou bien les prochains champions du monde, ou bien les champions mondiaux, seront issus des arts martiaux, comme le karaté, le taekwondo et l'athlétisme. Moi, je suis Et donc là, il y a un déficit d'options. Il y a un déficit d'options. Absolument, il y a un déficit L'option d'options. n'est pas très Par flagrante. exemple, quand vous voyez, par exemple, le budget des compétitions internationales, on vous dit que vous avez un budget de 2 ou 3 milliards. Faire partager sur 66 fédérations. Oui, mais l'arbitrage pose problème. Alors que les gens doivent définir des critères objectifs pour l'arbitrage. Ce n'est pas parce que Mbaye Jacques est mon ami ou bien Mbaye Jacques est président de telle fédération qu'il doit pouvoir participer. Il faut des critères très définis, bien définis autant pour moi, pour pouvoir prétendre. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont presque 6 ou 8 milliards, 6 ou 7 milliards comme ça, je ne sais pas, entre 5 ou 6 milliards. Mais il n'y a pas plus de 10 fédérations qui partent aux compétitions internationales. Ils ont opté pour au moins calibrer, pour dire que, parce qu'ils savent que ce sont ces disciplines qui peuvent leur apporter au moins une valeur ajoutée. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire est en train de revenir à son meilleur niveau en athlétisme. On n'avait pas vu les derniers championnats d'Afrique nous l'ont montré. Nous l'ont montré que la Côte d'Ivoire est en train de travailler pour revenir à son meilleur niveau. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que la Côte d'Ivoire a profité de la Coupe d'Afrique des Nations pour en faire un projet de développement et construire des infrastructures sportives, des pistes d'athlétisme qui ont permis aux jeunes de pouvoir au moins vraiment s'éclore. Autrement dit, l'occasion fait le larron. Absolument. Ils ont profité des infrastructures sportives. Absolument. Et moi, je suis persuadé qu'après les Jeux Olympiques, il y aura plus de pratiques sportives, il y aura plus d'impact et il y aura un héritage sportif. Moi, j'en suis persuadé. Ça, en tout cas, je reste très, très, très optimiste par rapport à cette question-là. Très bien, puisque vous êtes optimiste maintenant. Brossez-nous un peu le futur justement du sport sénégalais, c'est-à-dire discipline par discipline. Quelles sont les chances que nous avons sur certaines disciplines, au moins sur lesquelles nous sommes assez présents, et les autres qui ne sont là peut-être que pour accompagner un peu et dire, voilà, nous sommes dans un processus universel. Vous savez que le Sénégal, par exemple, a une tradition. Par exemple, quand on parle de nos disciplines comme, par exemple, le football, nous avons des chances dans le football, nous avons des chances dans le basket, que ce soit dans l'athlétisme, dans les sports de combat. Ça, il faut le dire. Et même aujourd'hui, dans les sports nautiques. Parce que ça, il faudrait au moins se remarquer aussi que ce soit la natation, que ce soit le canoë-kayak, les gens sont en train de faire d'excellents boulots. Par exemple, vous avez vu Oumy Diop, qui est champion d'Afrique, et aujourd'hui, qui est en train, pratiquement, qui est à la croisée de chemin, qui est en train de tisser sa toile. Il y a eu aussi au niveau du canoë-kayak, où Adifal fait un excellent boulot. Il y a des champions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait au moins qu'on soit patient et qu'on puisse au moins faire germer ces fleurs-là pour nous donner en tout cas des satisfactions. Moi, je suis très optimiste par rapport à l'avenir du sport sénégalais. Maintenant, il faudrait aussi que les gens puissent comprendre aujourd'hui quels sont les véritables enjeux du sport. Les véritables enjeux ne sont pas uniquement sportifs, mais ils sont devenus économiques. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce qu'ils sont devenus économiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis 1992, depuis, pour moi, 2012, il y a ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement économique et social. Le Sénégal a opté pour que le sport devienne un service au même titre que l'artisanat, au même titre que le commerce, au même titre que l'hôtellerie et tout ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas des comptes satellites qui nous permettent de pouvoir, au moins des comptes économiques du sport qui peuvent nous permettre de pouvoir quantifier quelle est la contribution du sport à l'économie nationale. Parce que le sport contribue beaucoup. Quand vous voyez ce que Sadio Mané a fait dans son village de Bambali, c'est une contribution à l'économie nationale. Quand vous voyez d'autres footballeurs l'ont fait, d'autres basketteurs comme Gorgui Sidje l'a fait à Kébémer. Mais aujourd'hui, quelle est la contribution? Parce que le sport aujourd'hui, il est créateur d'emplois, il est facteur de croissance. Et nous avons raté le coche quand le président Macky Sall a sorti 150 milliards pour le Khayundawi. Mais tous les départements en ont profité, sauf le sport. Le sport n'en a pas profité. Alors que le sport pouvait demander au moins 10 milliards. Parce que le sport crée des emplois, au-delà de la création des emplois, il crée aussi un facteur de croissance. Mais malheureusement, on n'a pas profité de ce qu'il a. C'est pour cela que maintenant, moi je pense que, d'où la nécessité aujourd'hui à l'État de pouvoir réfléchir sur la création d'une agence nationale. Parce que l'agence nationale nous permettra d'abord, dans un premier temps, nous permettra quoi? Nous permettra de pouvoir dire que dans cette agence-là, il y aura l'État qui sera représenté, il y aura le mouvement sportif, il y aura les collectivités territoriales et le privé. Parce que le sport
est le seul segment où il n'y a pas de partenariat privé. Tous les autres secteurs l'ont eu, sauf le sport. Alors que le sport, aujourd'hui, c'est un levier d'influence, mais au-delà d'un levier d'influence, c'est un levier au moins économique. Un vecteur économique. Oui, économique. C'est une industrie maintenant. Voilà, notre invité Mbaye Jacques Diop, je ne l'ai pas oublié, mais il est natif de la Médina. Il est natif de Dakar et c'est un fils de la Médina donc. Mais vous savez bien que le Médina, c'est le condensé de beaucoup de grosses têtes qui ont émergé également et qui mondialement même sont connues. J'en citerai simplement un, notre ami Youssou Ndour. Mais une pléthore de têtes, effectivement, ont émergé effectivement. Mais Papa Abdoulaye Seck, l'ancien ministre effectivement de l'Agriculture, voilà, c'est bien. Mais quand je parle de votre ancrage à la Médina, c'est pour évoquer un peu quand même aussi un club mythique, n'est-ce pas, de la Médina, le Jaraaf. Mais nos clubs, ils meurent de leur belle mort ou qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez que les clubs ne sont pas morts. Mais il y a aujourd'hui une absence pratiquement de base populaire. C'est ce qui faisait la force du Jaraaf. Le Jaraaf s'entraînait à la Médina. Oui, bien sûr. Et c'était une base. Mais quand le Jaraaf a quitté la Médina, le Jaraaf a perdu sa base populaire. Oui. Parce que les gens ne pouvaient plus se déplacer pour se rendre, par exemple, parce qu'on ne savait plus où s'entraînait le Jaraaf. Le Jaraaf tantôt s'entraînait dans un stade, louer par exemple des terrains pour s'entraîner. Oui, heureusement que maintenant il y a eu même le train qui a été, le terrain de, comment dirais-je, le terrain d'amitié du Point qui a été construit. Et c'est ce qui a fait que les équipes ont perdu leur base. Et au-delà de ça, il y avait des dirigeants qui habitaient le quartier. Quand on fait allusion par exemple à Tonton Medoune Diène, qui était le secrétaire général du Jaraaf, et qui a formé pas mal de jeunes comme secrétariat, qui étaient issus de la Médina. Quand vous voyez par exemple à l'Ouest Gorée, par exemple, qui s'entraînait à Assane Diouf, il y avait le président Yorosso et le président, le président Moriali. L'Ouest Gorée, sa base, c'était la rue 3. Au-delà de la rue 3, il y avait une base aux HLM, une base au Qui. Le Jaraaf avait sa base à la Médina, mais avait aussi sa base à Grand Dakar et autres, c'est comme la gendarme. Maintenant, les équipes ont perdu leur base populaire. Et au-delà de ça, il y a aussi l'émergence des écoles de football et des centres de formation. Parce que là où, par exemple, les dirigeants ont dormi, et c'est là où il faudrait au moins saluer l'initiative du président Saher Seck et du président Madi Touré, qui ont compris aujourd'hui qu'il faut aller vers la création des centres de formation. Okay. Pour souffler un peu peut-être non, absolument. Et ces centres de formation-là, aujourd'hui, ce sont les greniers pratiquement des sélections nationales. Quand vous voyez dans l'équipe de Djambar, il y a combien d'internationaux de différentes catégories dans l'équipe par exemple, de Génération Foot. Ça veut dire que, en tout cas, les clubs, aujourd'hui, sont laissés en rade par rapport au centre de formation. Il faut aller vers l'émergence de ces centres de formation-là, ou bien des académies. Le Jaraaf l'a compris en faisant venir aujourd'hui Moussa Kamara Big Boy, qui se charge maintenant de l'académie du Jaraaf, la formation. Et ils sont en train de faire un excellent travail, peut-être d'ici 5 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, on verra au moins les résultats de la création de cette académie-là. Dakar, c'est presque bientôt 2 à 3 millions d'habitants. Mais c'est vrai que dans les pays européens, on voit une ville n'avoir comme équipe fanion qu'un seul club. Peut-être exceptionnellement quelques villes comme Manchester, qui en a 2, peut-être comme ça. Mais au moins, si on raisonnait pour chaque ville un club ou bien pour chaque club une ville, ça aurait pu peut-être quand même mobiliser autant de moyens humains, financiers, techniques, matériels autour de ce club-là, n'est-ce pas? C'était l'idée du président Lamine Diack. C'était avec la réforme de 1969. Oui. Il voulait faire, en tout cas, de toutes ces localités-là, des clubs forts. Ce qui a été le cas avec la Linguère de Saint-Louis, la fusion. Ce qui a été le cas avec le Mbossé de Kaolack, la fusion. Ce qui a été le cas avec l'Ouest Rail, la fusion. Ce qui a été le cas à Dakar, où le foyer France-Sénégal a fusionné avec au moins l'Espoir de Dakar, qui a donné naissance au Jaraaf de Dakar. Il y avait peut-être des équipes comme l'Ouest Gorée, il y avait des équipes comme le Dialdio Sporting Club, il y avait des équipes comme la Jeanne d'Arc de Dakar, qui a complètement disparu, qui est presque en 3e division. Il y avait la Linguère de Saint-Louis, donc ça veut dire que Lamine Diack était en avance sur ces dirigeants-là. Il était en avance parce qu'il voulait faire de ces clubs-là au moins des clubs forts. Et ce qui a donné naissance aujourd'hui, par exemple, au Casa Sport, où il y a eu la fusion entre le Sporting et le foyer de Casamance. Le Casa Sport est devenu un club fort dans la région. C'est bien vrai qu'il y a SMI qui est aujourd'hui devenu un premier en Ligue 1, mais cela n'empêche que le Casa Sport devient le club fanion de la ville. Et c'est là où peut-être
les autres régions n'ont pas suivi le Casa Sport. C'est tellement structuré, tellement bien organisé qu'aujourd'hui, partout, vous trouvez des bases populaires de Casamance. Vous allez à Saint-Louis, vous trouvez leurs supporters. Vous allez à Diourbel, vous trouvez leurs supporters. C'est un modèle d'organisation. C'est un modèle d'organisation qu'il faut saluer. Oui, oui. Et il faut remercier, en tout cas, saluer tous les présidents, le président Noah Sissé, le président Seydou Sané et autres, le président Djibril Gueye. Parce que c'est un modèle d'exemple, le Casa Sport. Et je pense que quand vous voyez ce qui s'est passé au lendemain de la Coupe du Monde avec pratiquement en 1966, c'est là que l'Angleterre a compris qu'il fallait au moins créer des clubs forts dans chaque ville pour pouvoir aujourd'hui émerger. Et aujourd'hui, le meilleur championnat du monde, c'est le championnat anglais, qu'on le veuille ou pas, c'est la première ligue. Mais pour terminer, parce qu'on est là, Sadio Mané, issu de Bombali, qui a été formé donc à Génération Foot, et qui est devenu donc la méga star qu'il est devenu. Mais après, peut-être 100 ans maintenant que ses eaux commencent maintenant à l'alourdir, il se reconvertit prochainement. Mais il achète un club français au lieu peut-être bon de soutenir un club sénégalais. Est-ce que cette logique, ça peut se comprendre? Bon, vous savez aussi, hein, Sadio aussi a créé un club à Bambali. Ah oui? Et même, il y a même des garçons, des jeunes qui ont été recrutés par le club de Bourges en France et qui sont allés partir faire des tests. Sadio a investi à Bourges et a investi aussi à Bambali. Ça, il faudrait saluer cet investissement-là. Parce qu'au moins, on sent au moins que Sadio aussi veut aider, en tout cas, ses proches, les populations de sa localité. D'accord. Donc, c'est pas plus tard qu'il y a de cela. Il y a même un gosse qui a, je pense, qui est issu de Bambali FC, qui a récemment signé à Bourges parce qu'il était parti faire des tests. Et je pense que, en tout cas, d'ici sous peu, on verra peut-être des joueurs émerger de ce centre de formation-là, parce que Sadio ne va pas lâcher sa localité. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut vraiment mesurer à sa plus grande dimension. Voilà, vous avez compris donc que le JDD du ce 28 juin a vraiment pris des couleurs locales, mais aussi des couleurs internationales, centrées effectivement sur le sport sénégalais et sur toutes les disciplines qui peuvent peut-être donner un rayonnement conséquent à notre pays. Et bien pour ça, nous avions effectivement fait du chemin avec un invité assez atypique, Mbaye Jacques Diop, qui connaît beaucoup de choses, qui connaît beaucoup d'hommes, mais qui a du vécu également et qui a du bogo. Et c'est pourquoi peut-être il était venu donc pour nous entretenir un peu. Grâce, par le prétexte effectivement de la prestation des Lions, ce que le sport sénégalais peut devenir dans les années à venir. Amis téléspectateurs et auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi donc ce JDD. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de JDD avec la partie technique d'Ami et son équipe.